Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans cette émission, Les Échos du Paddock, 21e émission, 21 semaines que l'on passe ensemble depuis le début de cette drôle de période que l'on vit ensemble. Ce soir, c'est Patrick Moreau qui m'accompagne. Salut Patrick, bienvenue. Bonsoir Florian, bonsoir les amis. Patrick, dans des conditions un peu particulières, on est sur les abords du circuit d'Elne, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On peut voir le ciel bleu derrière moi. La pauvre vie qu'on mène. Hein. C'est pas simple. Patrick, quel régal ce soir. On accueille deux pilotes d'exception. Et encore, je ne suis pas sûr que l'adjectif soit assez fort parce qu'on a vraiment des garçons qui ont marqué l'histoire de l'autocross, du sprint car sur la scène nationale et internationale et qui continuent de graver leur empreinte dans le sport automobile français en général. Ah, je crois que pour faire plus fort, là, ça va pas être tout simple ou alors il faudra aller chercher parmi les anciens pilotes. Mais au niveau titre, au niveau succès, je pense on n'aura pas mieux. Hein. On n'aura pas mieux. Le premier d'entre eux que l'on reçoit, c'est Laurent Fouquet. Bonsoir Laurent, merci de nous rejoindre. Bonsoir Florian. Et le deuxième pilote d'exception, c'est Florent Tafani. Salut Flo, bienvenue. Salut tout le monde et puis merci de me recevoir. Alors, écoutez les garçons, un vrai plaisir de pouvoir partager cette émission avec vous. Patrick, si tu le veux bien, on va revenir sur le palmarès très long de Laurent, si tu veux bien. Écoute, c'est parti. Oui, c'est quelque chose. Hein. Il y a quelques feuilles. Hein. Il y a des titres. Allez, champion de France, premier titre, on va dire majeur, hein, en super sprint, 1992 avec le Fouquet moteur Yamaha. Déjà, il était déjà à une époque où il y avait vraiment beaucoup de, on va dire, de compétiteurs avec un niveau très élevé. Ensuite, il est passé avec le Super Buggy, châssis Fouquet, bien évidemment, le moteur BMW, ceux qui se rappellent de ça, le M1, c'était une mélodie vraiment fabuleuse, avec le titre en 98-99. Ensuite, on a changé de machine, on a lancé, on va dire, une nouvelle génération de châssis, avec le nouveau Fouquet, le titre en 2012, le Fouquet avec le moteur Honda. Il aurait même pu en avoir un de plus, hein, parce que nos amis tchèques lui avaient fait un petit cadeau sur une épreuve auvergnate. Alors, ça, c'est pour la partie, on va dire, autocross. Mais c'est pas que l'autocross, notre ami Laurent, c'est aussi le rallye tout-terrain. Vous savez, c'est cette discipline de fou où tu passes entre 180 et 200 km/h entre les arbres avec un copilote à côté de toi. Et bien là aussi, gros palmarès pour Laurent. Champion de France 2009, champion de France 2016, champion de France 2018 et 2018. On cumule un autre titre, celui des courses d'endurance. Donc, ce qui lui fait 4 titres vraiment de champion de France dans une discipline très, très relevée. Toujours, bien évidemment, sur des châssis Fouquet. La question ne se pose même pas. Et puis, il a fait un petit peu de l'Andros. Il a été 2 fois vainqueur de la promotion avec, c'était la Clio à l'époque, hein, si on se rappelle bien. Et puis, on ne peut pas passer sous silence la dernière perf d'il y a tout juste une semaine, vainqueur des. Alors, c'est plus tout à fait les 24 heures de Paris. Ça situe bien quand même, voilà, les 24 heures de Paris d'endurance avec son copain Francis Balochi et 2 autres pilotes où ils ont vraiment fait, on va dire, une belle perf. Merci Patrick. Laurent, on peut peut-être revenir un peu plus en détail sur cette dernière victoire qui, encore une fois, t'a fait briller sur la scène nationale avec ton nom qui a encore fait la une des médias sportifs. Oui, si tu veux, les 24 heures de Paris, c'est vraiment l'apothéose sur une saison. D'habitude, ce sont des épreuves de 6 heures et on a 2 épreuves dans la saison qui durent 24 heures, les 24 heures de Paris et les 24 heures du Portugal qui sont annulées cette année. Donc, il est important de bien figurer sur les 24 heures de Paris. Donc, c'est une épreuve que je gagne, je crois, pour la 3e fois. Mais c'est une épreuve qui est très importante commercialement pour nous et puis sportivement parce que c'est une épreuve difficile. On partage le volant avec 4 autres pilotes, une grosse équipe autour de nous parce que l'intendant sur une épreuve de 24 heures, c'est pas rien. Donc, quand on sort vainqueur d'une épreuve comme ça, c'est hyper valorisant et ça fait vraiment plaisir. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. C'est une discipline totalement différente de celle que je connais bien, l'autocross et le sprint car, mais tu auras l'occasion de pouvoir comparer ces 2 disciplines en détail tout à l'heure. Patrick. Oui, je voulais revenir. Physiquement, est-ce que c'est compliqué de faire des 24 heures Paris ou le plus fatigant, on va dire, le rallye tout-terrain?
Non, en fait, si tu veux, c'est le plus difficile. Il y a des pilotes, et ça m'est arrivé aussi, d'être aussi fatigué à la descente d'une manche d'autocross qui durait 5 tours que pendant un relais de 2h30 ou même sur une étape de 6 heures au Dakar. En fait, c'est gérer le stress, l'adrénaline. Donc, il n'y a pas de raison, on ne peut pas comparer. Je veux dire, j'ai eu des épreuves, des manches d'autocross où j'étais épuisé, bêtement, parce que ce n'est pas de l'effort physique, mais c'est plutôt nerveux. Alors qu'un relais sur une épreuve de 24 heures, si on gère bien, il n'y a pas de raison, 2h30, ça se fait. Merci Laurent. Notre autre invité, c'est Florent Tafani. Alors là aussi, sur le palmarès, prenez des notes parce qu'il y a quelques lignes à vous annoncer. 1999, vainqueur de la Coupe de France, de l'équivalent de ce qui est aujourd'hui la Junior Sprint, au volant d'un châssis Drakkar. En 2001, vainqueur de la Coupe de France, catégorie Maxi Sprint. Et puis 2005, vainqueur du championnat de France, Super Sprint, au volant d'un châssis Fouquet. Ça, c'est ce qui vous unit, les garçons, ce soir, tous les deux. 2008, on a remis ça au volant d'un châssis Kamoto, cette fois-ci, toujours en super sprint. Et vous, chers amis spectateurs, téléspectateurs qui connaissez notre discipline, vous connaissez la difficulté d'aller conquérir des titres dans cette division super sprint. 2010, champion de France dans la division super buggy. Attention, je précise que Florent est au volant d'un buggy 1600 puisqu'il a fallu attendre 2014 pour que les deux catégories soient séparées. Et puis après ça, eh bien, Flo a décidé de s'engager sur l'Europe à partir de 2011 sur la catégorie buggy 1600 avant de décrocher le titre européen et la couronne continentale. C'était en 2016 au volant d'un châssis Peters propulsé par le moteur Suzuki. 2017, on était encore au volant du Peters. 2018, pilote officiel Fast and Speed avec un moteur Volvo. Et puis 2019 a été une année un peu de transition avant de casser la tirelire, je dirais, pour faire l'acquisition d'une très très belle machine en fin d'année 2019. C'est le châssis Alpha Racing, bien sûr, fabriqué en République tchèque par la Dislavana, qui est propulsé par un moteur Hemming. Hemming qui entre autres a fait les belles heures de Bernd Stubbe sur ses conquêtes européennes et Florent a bien encore d'autres ambitions dans ce championnat d'Europe d'autocross. On va en parler tout de suite. Flo, le programme pour 2020 il était acté, c'était de participer à la totalité du championnat d'Europe d'autocross. Eh ben oui, exactement. On devait participer cette année à l'ensemble du championnat dans la structure officielle de Alpha Racing. Du coup, on repart pour l'année prochaine. Hein. Enfin, on décale tout pour l'année prochaine. Et puis, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Pouvoir intégrer une équipe aussi professionnelle que celle d'Alpha Racing ou du team Fouquet Compétition, on en parlera tout à l'heure, c'est important et indispensable quand on a ce niveau de compétition et ce niveau d'exigence. Ouais, l'Europe, il y a beaucoup de pilotes français qui ont le niveau pour le faire, il y a ça sans aucun problème, mais il y a aussi l'équipe qui est super importante. Sans une équipe, on ne peut pas aller chercher un titre en championnat d'Europe, c'est pas possible. Donc, toutes ces années en 1600, moi j'avais une grosse équipe derrière moi, ce qui nous a permis d'aller briller vraiment plusieurs années de suite et de décrocher le titre en 1600. Et puis, j'avais dit que je repartirais pas tant que j'aurais pas trouvé, tant que j'aurais pas une structure qui est quelque chose de sérieux derrière moi, parce que sans ça, on s'épuise sur la route, on s'épuise à passer du temps à tout faire et on n'est pas performant quand faut être sur la piste. Donc, dans des compétitions aussi intransigeantes que celle-ci, vaut mieux tout miser et être en forme quand c'est le moment de prendre les commandes du buggy. Il faut être prêt et avoir l'équipe, comme tu le dis. Laurent, tu l'as évoqué, l'équipe sur les 24 heures de Paris était solide autour de toi, mais dans toutes les disciplines que tu as pu faire, tu le sais très bien que l'équipe est un soutien indispensable. Oui, c'est plus qu'indispensable, mais c'est déjà le cas en autocross. Les gens qui sont bien entourés ont de suite des résultats beaucoup plus facilement. Même si un gamin peut être très doué, s'il n'est pas bien entouré, il ne gagnera pas autant de titres que Florent aura pu en gagner. C'est pour ça que c'est important de les encadrer comme le fait Florent aujourd'hui. Moi, j'ai la chance, par mon activité professionnelle, d'être encadré par des gens très performants au niveau technique. Et puis aussi, ça me permet d'avoir des partenaires techniques qui jouent le jeu, parce que ça reste une compétition, c'est de plus en plus relevé, même si on est quelques-uns à être professionnels. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'amateurs éclairés. Et donc, il faut avoir des partenaires techniques du meilleur niveau. Et c'est avec ça, c'est en additionnant toutes ces petites choses qu'on arrive à gagner des courses.
Les garçons, vous connaissez très bien tous les deux le sprint car, et puisqu'on était sur le volet Europe avec Flo, je voulais qu'on puisse peut-être discuter et embrayer sur la création de ce championnat d'Europe FIA XEC Cross Car, dont vous avez forcément entendu parler. Alors les garçons, vous le savez, parce que Laurent, avec un titre dès 1992, tu as dû faire partie des premiers Français titrés. Flo a écrit aussi les belles heures de la division Super Sprint. Une chose est sûre, Laurent, et après Florent, tu nous répondras. Je crois en tout cas que la France est le pays avec la plus grosse expérience du sprint car pour pouvoir attaquer l'Europe. Alors, bon, c'est une formidable initiative que d'avoir créé ce championnat. C'est une suite logique parce que maintenant, il y a quand même pas mal de pays qui se sont bien structurés en termes de sprint car. C'est le cas de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. Moi, je ne suis pas très loin de l'Espagne. Ça fait longtemps qu'il y a des courses de sprint car en Espagne. Donc, ça va être super sympa d'harmoniser les réglementations parce qu'en fait, le problème était là, c'est que quand des Français partaient en Espagne ou ailleurs ou quand c'est les étrangers qui venaient, il y avait toujours des suspicions parce que les règlements n'étaient pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, c'est dans un cadre hyper structuré par la FIA. Donc, il me tarde de voir ça et c'est une suite tellement logique pour quelques-uns des pilotes français qui gagnent des courses depuis des années et qui ont, pour des raisons diverses, pas franchi le pas pour venir en autocross, ce qui est leur droit. Mais aujourd'hui, leur créer un championnat d'Europe, c'est super. C'est vrai que c'est super et ça va nous promettre de très belles courses. Flo, ton avis sur l'arrivée de ce nouveau championnat? C'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on attendait. Même moi, quand je roulais en championnat de France, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il y ait des courses internationales. Je me rappelle qu'il y avait Madura, c'était les seuls qui organisaient un truc à chaque fois à l'Europe où on se retrouvait avec des pilotes étrangers. C'était tellement bien déjà de rouler avec des pilotes d'autres nations. Et puis, ouais, non, mais c'est top d'avoir, comme Laurent dit, harmoniser les règlements pour pouvoir créer ce championnat. Et puis, on est un peu les pionniers, on va dire, nous, la France, de cette discipline. On a nos meilleurs pilotes, ont tous commencé par là. Et on se doit d'aller briller les Français. Et je sais qu'il y en avait plusieurs qui étaient prévus et inscrits sur le championnat 2020. Je suis sûr, on se doit et je suis sûr qu'ils vont briller sur la scène européenne en cross-car. C'est obligatoire. Ça me soulève deux questions, Flo. Tu viens de parler de ton expérience internationale à Majora. Est-ce que toi aussi, tu as été dans l'aventure de la course de sprint car qui avait été organisée au Québec? Oui, tout à fait. Ouais, c'était une belle aventure. C'était en 2001. C'était en janvier 2001 ou février 2001. J'avais 17 ans, je crois. C'était vraiment quelque chose de formidable. Un circuit de dingue où je me rappelle, il y avait une parabolique. On passait en 6e avec des clous. Enfin, c'était même pas des clous, c'était des vis qui étaient carrément vissées dans les crampons. Il y avait encore plus de grippe que sur la terre. Même, c'était vraiment un truc de dingue. Super aventure. On vous avait fourni des machines sur place, Flo? Non, on avait envoyé les nôtres par container 2-3 semaines à l'avance. Et puis, on avait tout récupéré là-bas. On avait fait notre course et puis on était rentré. Vraiment quelque chose de top. Bon, eh bien, écoute, j'imagine que c'est un souvenir gravé. On a eu l'occasion quelquefois de voir circuler quelques images de cette épreuve et c'est vrai que ça avait l'air très impressionnant. La deuxième question qui me vient, c'est tu as rêvé de ce super sprint européen. Tu es un pilote d'expérience en super sprint. Tu es un pilote d'expérience sur la scène européenne. Est-ce que oui ou non, Flo Tafani roulera un jour en FIA XEC Cross Car? Et pourquoi pas? Non, comme je dis souvent, j'essaye déjà de boucler la boucle. On a déjà fait le tour de un petit peu toutes les catégories, on les a toutes remportées, enfin toutes celles à laquelle j'ai participé. Il en reste plus qu'une, hein, on se donne tout pour essayer d'y arriver. Et puis après, pourquoi pas, il y aura encore celui-ci éventuellement à aller chercher, mais les pilotes sont jeunes, ils ont les dents qui traînent par terre, comme on dit. C'est pas facile. Quand déjà tu vieillis un peu, que tu approches les 40 ans, rerouler dans un cross-car avec des jeunes de 20 ans, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable et c'est envisageable. Bien, merci les garçons. On a parlé
de votre talent de pilote, mais vous représentez aussi deux sociétés consacrées au sport automobile. Laurent, c'est bien sûr Fouquet Compétition. À l'origine de Fouquet Compétition, c'est Bernard, ton papa, qui avait conçu un garage automobile au début, hein, puis ensuite vous vous êtes lancé dans la construction des machines. À côté de ça, il y a une nouvelle structure qui s'appelle Laurent Fouquet Offroad. Ça, c'est pour la location de véhicules tout-terrain. Raconte-nous, Laurent. Oui, alors donc mon papa était passionné d'autocross et à force de disputer des compétitions autour de chez nous, puisqu'autrefois il y avait beaucoup de manifestations régionales, il a eu des copains qui lui ont demandé de fabriquer des châssis et puis ça a démarré comme ça il y a une quarantaine d'années et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà. Tu me le disais tout à l'heure en off, les châssis Fouquet qui traînent, enfin qui ont été fabriqués, ça se compte en centaines, entre 200 et 300 châssis. Ouais, je pense même davantage. Si on mélange les châssis d'autocross, de tout-terrain et de sprint car, c'est même plus que ça. On n'a jamais répertorié. Mais oui, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai bourlingué dans plein de disciplines et régulièrement, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'ai commencé avec ton papa, j'ai regardé des photos de vieux châssis. » Et je t'avoue, quand j'étais jeune, c'était pas quelque chose. Mais maintenant, je suis ravi quand on me dit ça parce que, en vieillissant, on devient un peu plus nostalgique de tout ça. Et c'est régulièrement qu'on vient me voir avec des photos comme ça. Dans la famille Fouquet, il y a deux générations. Il y a celle de ton papa, Bernard, et de ses deux frères, Jean-Michel et Didier. Et du coup, il y a aussi une trilogie de cousins pilotes. Laurent, Arnaud, que l'on connaît bien sur la scène du Maxi Sprint, et puis Mathieu, qu'on a vu rouler aussi, et notamment en Buggy Cup. Oui, c'est ça. Alors, si tu veux, on est tous passionnés dans la famille. Arnaud recommencera l'année prochaine. Il a eu le nez creux. Il avait prévu de ne pas rouler beaucoup cette année. Il n'a pas raté grand-chose. Et puis, Mathieu, lui, se consacre un petit peu plus à ses activités professionnelles, mais ils sont très souvent sur les courses comme moi. On est vraiment des passionnés. C'est vrai qu'on a toujours plaisir à se recroiser sur les circuits. Patrick, rencontrer des gens de la famille Fouquet, c'est toujours un plaisir et quelquefois un honneur parce que ce sont des pilotes de renom. Oui, et puis c'est une famille où ils sont tellement gentils. Faut pas passer non plus sous silence quand on parlait de la famille Fouquet, le seul titre féminin de Christine, hein, c'était à l'époque avec ce qu'on appelle la junior sprint maintenant, mais c'était une autre façon d'exister. Mais à l'origine, c'était le garage Renault. Le garage Renault existe toujours, Laurent? Oui, bien sûr, mais le garage Renault, on a 18 employés, mais sur les 18, il y en a 5 qui sont consacrés qu'à la compétition. Alors aujourd'hui, beaucoup sur le tout-terrain, parce que depuis quelques années qu'on a fabriqué les voitures pour le Dakar, c'est des voitures qui demandent beaucoup d'entretien. Voilà, avec le tout-terrain, on a énormément de travail. C'est pour ça qu'on est moins présent sur l'autocross et sur le sprint car. Moins présent sur l'autocross et le sprint car, Laurent, c'est pour mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous ne vous êtes peut-être pas positionné sur les châssis FIA XC Cross Car? Oui, bien évidemment, parce que quitte à faire quelque chose, il faut le faire bien. Je ne dis pas que ça ne sera pas d'actualité dans quelques années, voire plus tôt, mais pour l'instant, voilà, on a vraiment une grosse activité en tout-terrain. Donc, essayons de faire ce que l'on fait, essayons de le faire bien, et on reviendra en autocross et en sprint car en temps voulu. Très bien. Merci Laurent. Flo, on va parler de ton entreprise que tu as créée en 2013, la société EvoSprint, bien sûr que tout le monde connaît parce qu'il y a une grosse campagne de communication qui est faite régulièrement sur les réseaux. EvoSprint, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière, Flo? EvoSprint, ça part à la base d'une idée de vivre d'un métier plus proche de ma passion. Et c'est de faire découvrir cette discipline que j'adore et à Monsieur Tout le Monde. Donc l'objectif c'était de faire des stages de pilotage et que Monsieur Tout le Monde puisse venir s'essayer à ça et découvrir et prendre un maximum de plaisir dans ces petites machines qu'on aime tant. Ça n'a pas été si simple, Flo, parce qu'il a fallu retourner sur les bancs de l'école. Et ouais, bien sûr, il a fallu y retourner pendant 1 an pour obtenir ce diplôme, le BPGEPS, que j'ai depuis 2012. Bon, ça s'est bien fait. Quand on a envie de faire quelque chose, hein, c'est plus comme à l'époque du lycée où les journées sont longues. Quand on est vraiment passionné, qu'on a envie de ça se passe bien. Donc aujourd'hui, EvoSprint offre la possibilité donc à Monsieur Tout le Monde de s'offrir une journée de roulage
loisir entre guillemets? Voilà, il y a deux axes en fait. Et le premier, c'est la partie loisir, où là, voilà, comme tu dis, monsieur tout le monde peut venir s'inscrire sur une demi-journée, une journée, ou simplement venir faire une session de découverte de 5 tours. C'est ouvert à tout le monde à partir de 18 ans. Et puis, voilà, tous les niveaux sont acceptés. Après, nous, on s'adapte à tous. C'est des machines qui sont très faciles à piloter. Bien sûr, on les a rendues un petit peu plus souples au niveau du pilotage pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que ça soit plus simple. Et puis, l'objectif, c'est à la fois de prendre du plaisir, d'apprendre des petites choses, des techniques qu'on dévoile dans ces journées-là, qui peuvent à la fois servir pour le futur s'il y a un objectif, un projet compétition, ou même sur la route dans la vie de tous les jours. Et quelles sont les techniques de base du pilotage qui peuvent vraiment servir à tout. Et puis, il y a un deuxième axe qui est plutôt ciblé compétition. Alors ça, c'est une partie un peu plus petite, on va dire, de notre activité, où là, on fait carrément du stage de perfectionnement, où les pilotes peuvent venir avec leur machine et on va les coacher sur une journée pour les aider à se développer, à évoluer dans leur pilotage. Quelques petites astuces aussi de réglage, de technique pour faire évoluer leur machine au passage. Et Florent, je crois que la première chose que tu apprends à tes élèves, freiner. Freiner, pour aller vite, il faut savoir se ralentir. Oui, bah, je crois que Laurent pourra confirmer. Exactement, avec la première chose le premier thème de chaque stage, qu'il soit loisir ou même compétition, c'est le freinage. Exactement. Est-ce que tu rencontres des soucis on va dire, de fiabilité, on va dire, de discipline un peu de tes clients? Est-ce que tu as de la casse sur tes machines? Non, pas vraiment, parce maintenant, on en avait un petit peu plus au début, c'est normal. Maintenant, avec l'expérience, on a su fiabiliser à la fois les machines et encadrer un peu mieux nos journées. Et de la façon qu'on emmène notre programme et qu'on encadre on va dire les stagiaires, les pilotes du jour, finalement, et en laissant un peu de liberté, on va dire, à nos programmes, au moment où ils pilotent. Finalement, ça leur provoque de l'intérêt de vouloir évoluer au volant. Donc, plutôt que faire les fous au volant, ils se rendent compte qu'ils ont entre les mains une machine qui est quand même une machine dérivée d'une machine de compétition. Le fait de vouloir savoir comment ça fonctionne et de savoir comment je peux m'améliorer, finalement, on a des élèves assez assidus qui évoluent tout au long de la journée, chacun à leur niveau bien sûr, mais à chaque fois on a des belles évolutions et puis on a vraiment très très peu de casse sur les journées, très peu. Florent, et vos sprints aujourd'hui, donc on sait tu es basé sur Lyon, sur la région de Lyon, mais que les gens se rassurent, et vos sprints, ça tient dans un semi-remorque avec tout à l'intérieur, c'est ça? Ouais, comme on dit, c'est une structure itinérante, donc on se déplace sur 6-7 circuits. Vu qu'on est de Lyon, on a quand même la majorité de nos circuits dans l'est de la France, sud-est et nord-est. Mais on se déplace aussi dans l'ouest. On vient sur Saint-Vincent-des-Landes au mois de juin, au mois de juillet. On vient 2 week-ends dans l'année, par exemple, dans l'ouest, parce que il y a une forte demande dans l'ouest, bien sûr, pour pouvoir un petit peu rendre service à tout le monde. Ok, Flo, merci. Patrick, toi qui connais la discipline depuis des années, est-ce qu'un jour tu aurais pu imaginer que des garçons comme Flo puissent délivrer des cours de pilotage? Est-ce que tu aurais pu imaginer un jour qu'on puisse donner des cours de pilotage pour piloter un sprint car? Alors, que Flo lui-même un jour fasse ça, non, certainement pas. Maintenant, il est dans le sens, si tu veux, il est dans l'air du temps, tu sais. Il a su saisir l'opportunité, il y avait de la demande, il a su être réactif pour passer son diplôme, monter cette structure pour le faire, et du coup, formidablement. Et il a fait des émules depuis, parce qu'on a quelques jeunes qu'on connaît bien en Bretagne, par exemple, où il y en a un qui lui aussi a passé son examen et qui se lance dans la même chose, hein, qui fait peut-être plus du coaching, on va dire, sportif que loisir. Hein, si je ne me trompe pas, Flo, tu me contrediras. On peut en parler, on peut le citer, bien sûr, c'est David Méa. Florent, c'est quelqu'un que tu connais bien, David. Oui, on se connaît bien. Ouais. On n'a pas souvent roulé ensemble en compétition, mais on se connaît bien sûr.
J'ai pas eu à discuter avec lui à propos de ça, mais effectivement, de ce que je vois passer sur les communications, ça a l'air d'être axé pour l'instant en plus sur le coaching et la compétition, puisque par chez lui, il y a à faire. Il y a pas mal de pilotes basés en Bretagne, on va dire. Et lui, on va dire, enfin, je sais pas toi, si tu as un programme sportif et un programme physique, je veux dire, pour tes élèves, mais je sais qu'avant qu'il commence vraiment officiellement ce boulot-là, déjà, il coachait, je me rappelle, Ambeline Flagel, il l'avait pris en main et il l'emmenait courir, et il l'emmenait faire du vélo, et puis vraiment, il avait un programme physique, on va dire, pour pouvoir rouler en sprint car, quoi, parce que c'est très important quand même le physique dans une voiture. Ouais, c'est extrêmement important. Nous aussi, on l'a. Moi, je peux en témoigner parce que voilà, quand passé la barre des 30 ans, je vous disais, j'ai senti qu'il y avait déjà un petit manque par rapport aux jeunes qui en voulaient un petit peu plus. Donc, quand j'ai repris l'Europe en 2015, après une pause de 2 ans, je dis je repars pas si je me prépare pas. Effectivement, on a bien fait parce que les gars, ils sont affûtés de chez affûtés et ils ont surtout 10-15 ans de moins que moi. Quand j'ai gagné l'Europe en 2016, donc mon dauphin c'était Petr Nicodème. J'avais 34 ans, il en avait 17. Donc voilà, on n'a pas la même folie dans la tête à ces âges-là. Donc effectivement, c'est super important maintenant pour revenir sur les programmes et vos sprints. On ne fait pas directement de préparation physique, mais je le fais indirectement, moi, de par ma préparation de mon côté. Je donne beaucoup de conseils aux pilotes que j'encadre à ce niveau-là aussi. Ouais. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans la division Super Buggy, où là, les pilotes sont peut-être un petit peu plus âgés, mais la condition physique doit rester quand même importante. Oui. Ouais, mais quand tu arrives en Europe où il y a 60 buggy d'engagés sur une épreuve, 60 super buggy d'engagés sur une épreuve tchèque ou même sur les épreuves comme Saint-Georges, il vaut mieux être préparé et être prêt à tout ce après être prêt à en découdre suivant ce qui va t'arriver dans le week-end. Donc il faut vraiment être affûté pour aller chercher, pour performer dans ces catégories-là. Merci Florent pour cette présentation d'EvoSprint. Laurent, on le disait, pardon, il y a Fouquet Compétition, c'est la construction des véhicules de course. Et puis il y a la création récente de cette nouvelle structure, Laurent Fouquet Offroad, où là on est sur de la location et de l'assistance sur des épreuves. Raconte-nous. Oui, alors c'est ça, on avait une forte demande depuis un certain temps et maintenant donc on a une ou deux voitures qui sont destinées à la location, on est en train d'en fabriquer d'autres, mais en même temps que la location, c'est aussi une activité de conseil et de management sur les épreuves, c'est-à-dire que cet après-midi par exemple, j'étais en séance d'essai avec des clients pour régler leur voiture, donc voilà, c'est une nouvelle activité qui s'est greffée à côté de notre activité de fabricant de châssis. Ça veut dire aujourd'hui que toi, Laurent, ton activité est exclusivement consacrée à la compétition automobile, que ce soit du côté pilote ou au travers de cette nouvelle structure? Oui, si tu veux. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par être commercial. J'ai fait l'école de vente chez Renault, ce qui me passionnait aussi. Mais je crois que ça fait 25 ans que je ne suis pas retourné dans mon bureau, donc il doit y avoir de la poussière. Non, mais tout ça pour te dire, voilà, j'ai commencé un jour à aider mon père, et puis l'activité était en croissance, et du coup, voilà, maintenant je ne fais plus que ça. Oui, oui. D'accord. Et donc, ça veut dire que les deux machines qui sont… Alors, parce que je ne connais pas très bien, moi, déjà la différence entre l'endurance et le rallye TT, les machines qu'on peut louer chez toi aujourd'hui nous permettent de participer à quel type d'épreuve? Les 24 heures de Paris, par exemple? Voilà, bien sûr, mais la voiture avec laquelle on a gagné ce week-end est une voiture qui appartient à la société Laurent Fouquet Offroad, où ce sont des clients qui sont venus voilà, se greffer dans l'équipe. Mais la réglementation technique est la même entre le rallye tout-terrain et l'endurance tout-terrain. Ce sont des voitures identiques. Il y a simplement les questions d'autonomie de carburant, parce qu'il est évident que pour faire une spéciale de 16 km ou pour faire une course de 24 heures, voilà, les quantités d'essence ne sont pas les mêmes, mais la réglementation technique est exactement la même. La réglementation technique est la même pour ces machines. D'accord. L'équipe avec laquelle tu as participé au Dakar aussi, Laurent, j'aimerais qu'on puisse en parler parce que ça, je crois que pour tout pilote automobile, la participation au Dakar fait partie des rêves les plus doux ou les plus fous. Je ne sais pas. Raconte-nous. Ben, en fait, si tu veux, de par notre activité en tout-terrain, on a toujours eu de la demande pour fabriquer des voitures de rallye raid.
On n'avait pas forcément le temps. Et à 6-7 ans, on a un client qui est venu nous voir de Bordeaux et on lui a fabriqué 7 voitures pour le Dakar. L'hiver dernier, sur le Dakar, il y avait 70 ou 75 voitures. Il y en avait 7 qui sortaient de chez nous. C'est-à-dire qu'il y avait 10% du plateau qui sortait des ateliers Fouquet en Arabie Saoudite cette année. Ça devrait être le cas l'année prochaine aussi. Et donc, c'est des gens avec qui j'entretiens forcément de très bonnes relations. Et grâce à eux, j'ai fait 2 fois le Dakar, j'ai fait le rallye du Maroc, j'ai fait le Moscou-Pékin 2 fois, je crois, la Russie 2 fois et le Moscou-Pékin. Voilà, donc ça, c'est des souvenirs incroyables parce qu'il y a une notion, bien sûr, de sport. Les pilotes qui sont les top pilotes dans ces disciplines sont parlé de conditions physiques avec Flo il y a quelques minutes. Là, je vous promets qu'il y en a quelques-uns, c'est hallucinant de faire des sprints de 500 km dans la journée. Ils descendent, ils repartiraient de suite. Donc ça, c'est un aspect. Mais en plus de ça, on découvre des peuples différents, des pays différents. Voilà, ça nous fait des souvenirs. J'ai passé 2 nuits dans le désert de Gobi sans manger, sans boire. Ça crée des souvenirs. Tu peux pas le vivre en autocross, mais voilà, tout est. J'ai eu beaucoup de chance de participer à tout ça. Écoute, le Moscou-Pékin, on va pas commencer à en parler parce que là, je crois que je vais être fortement intéressé par cette aventure. Il faudra que tu me la racontes un peu plus dans le détail. Flo, toi, tu n'as pas. Alors, l'environnement, la famille, ta famille n'a pas commencé réellement par le sprint car. Papa était plutôt pilote de stock car et vous avez découvert le sprint car un petit peu par hasard. Ouais, exactement. J'ai grandi dans le stock car. Mon père en faisait pendant des années et des années. Il a même été champion de France. Donc on a grandi là-dedans avec mon frère. Et puis un jour, par hasard, on est allé sur une course régionale où on a vu ces petites machines incroyables. Et de suite, on a eu envie de s'y mettre. Alors moi, j'étais trop jeune. C'est mon frère qui a commencé, on va dire. Et puis quand j'ai eu l'âge de 14 ans, c'est tombé pile poil quand la FFSA a décidé de rendre la division 1 de l'époque, avec les moteurs de 2 chevaux, accessible à 14 ans. Donc j'ai pu commencer au plus jeune âge, à 14 ans, à rouler en cross-car. Tu as commencé sur des épreuves régionales directement sur la Coupe de France. Comment ça s'est passé? Non, j'ai fait en 97 des épreuves régionales, ouais, avec 1 ou 2 courses en championnat de France. Et puis en 98, on a fait le championnat complet, où on en parlait tout à l'heure, où c'est Christine Fouquet qui avait remporté le titre, où tu arrives en championnat de France la première année et c'est Nana qui remporte le titre. Donc tu te dis comment va être ma carrière à partir de là. comment ça va se passer. Alors, elle était incroyable, je me rappelle qu'elle roulait vraiment fort. Et je lui sors cette anecdote à chaque fois que je la croise d'ailleurs, et on rigole pas mal à ce sujet. Les garçons, vous avez tous les deux très bien connu la super sprint. Vous avez des années d'expérience. C'était il y a quand même déjà quelques années. Il y a plus de 10 ans pour toi, Flo, sur ton dernier titre de vainqueur de champion de France. Encore un petit peu plus pour toi, Laurent. J'aimerais avoir votre avis sur l'évolution de la super sprint, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que c'est une catégorie absolument folle. Je crois qu'elle l'était déjà à votre époque, les garçons, mais qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui sublime aujourd'hui cette catégorie? Bon, si tu permets, Flo, je pense qu'en fait, il y a toujours eu, à l'époque de Flo était le niveau qu'il avait à l'époque lui permettrait certainement de gagner ou d'être dans les tout premiers aujourd'hui. La différence, elle se situe surtout que le niveau a été tiré vers le haut. Il y a beaucoup plus de pilotes, je crois, qui peuvent gagner. On le voit d'ailleurs, il y a très peu de pilotes qui arrivent à survoler complètement une saison. Là, il y a beaucoup plus de pilotes qui sont au niveau, qui ont des machines super bien préparées, qui ont des équipes ils sont très bien entourés. Je crois que c'est surtout par là la différence. À notre époque, la pyramide était un peu différente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes qui peuvent gagner. Flo ? Ouais, et puis, excuse-moi, oui. Ah, Laurent, je crois qu'il faut être girondin pour survoler la discipline. Parce que à ton époque, il y avait un certain David Béziade qui a été 5 fois titré. Et puis alors, encore un autre qui est encore plus incroyable, lui, parce qu'il a été titré 5 fois de suite, c'est notre ami Vincent Priat. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour le peu qu'on l'a vu un petit peu rouler là, cette saison, il nous promet une saison 2021 qui va être exceptionnelle. Bien sûr, mais tu vois, avec tout le talent qu'a Vincent, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, on voit qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont rapprochés de son niveau de performance. Tout ça pour dire, voilà, le niveau c'est nivelé par le haut, et je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est frappant.
Ouais. Flo, effectivement, à l'époque, quand tu étais devant aux avant-postes, alors c'est certainement pas que c'était plus simple, attention, mais c'est vrai que vous étiez un groupe de 5-10 pilotes peut-être à pouvoir remporter la victoire. Là, on le voit, les 20, 25, 30 pilotes qui sont dans la même seconde dès les essais chrono du samedi sont ceux qui peuvent remporter le week-end. Ouais, on a connu ça aussi dans les années 2007-2008. Je me rappelle à Faleras avoir eu 26 ou 27 pilotes dans la seconde aussi. Je me rappelle de ça. Je pense qu'il y a eu des époques, en fait. Il y a eu le cycle Béziade où là, il était un peu seul au monde et puis il était intouchable. Derrière, tu avais un petit groupe qui suivait et puis derrière, il n'y avait plus personne. Dans les années 2000, des années où j'y étais, je pense qu'on était à peu près dans la même configuration que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de pilotes qui pouvaient gagner une course et c'était serré au niveau des chronos sur les 20 premiers. Après, on a eu le passage Priya où ça a fait un petit peu comme Béziade où derrière, c'est pareil, tu en avais 3-4 qui suivaient et puis ça se dégradait au fil du classement. Et aujourd'hui, on est vraiment revenu sur quelque chose qui ressemble à ce que j'ai connu quand moi j'étais en super sprint. Enfin, je l'analyse parce que je suis de très près cette catégorie et j'aime bien analyser comme ça d'année en année. Et je le vois un peu comme ça. Par contre, côté performance, je pense que ce soit 92 à l'époque de Laurent ou l'année dernière, je pense que chaque vainqueur de cette catégorie chaque année est aussi fort l'un que l'autre. Ça, il n'y a aucun problème. Patrick, tu voulais réagir? Oui, la preuve en est, l'an dernier, Jason a remporté son titre, Jason Reinhardt a remporté son titre sur la dernière épreuve de Faleras et tout au long du week-end, lui aussi, il est passé par des états d'âme où c'était tout était perdu. Il se retrouvait 4, 5e du championnat et finalement, sur la finale, c'est lui qui remporte le titre. Hein, pour dire un petit peu le niveau de compétition de cette discipline. Je crois qu'il y a peu de disciplines qui sont aussi spectaculaires, aussi pointues quand même que ce qu'on a là en super sprint. Ça c'est clair, Patrick, et on a eu l'occasion d'en parler beaucoup de fois. Moi, je m'interroge et je considère quand même que peut-être que les passerelles junior, maxi et super sont peut-être plus formatrices qu'elles n'étaient il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux que j'appelle les gamins, hein, gentiment et affectueusement, ne sont pas meilleurs que les gamins d'il y a 15 ans qui roulaient en junior, Flo? Ouais, c'est sûr, mais on le voit au plus haut niveau. On le voit au plus haut niveau également. On voit Max Verstappen qui arrive en Formule 1 à 17 ans. Voilà, on est en bas de l'échelle, mais ça se rejoint aussi. Aujourd'hui, on a un Thomas Cristol qui est champion de France en junior et qui passe en 1600, qui gagne une course d'Europe dès sa première année. Voilà, aujourd'hui, dans l'époque actuelle, on peut se permettre plus jeune d'accéder à des catégories plus grosses et plus puissantes. Moi, je me voyais pas quand j'ai été champion de France en 602, je me voyais pas aller en super sprint. Je m'en sentais pas capable. Aujourd'hui, c'est normal, on va dire. Oui, c'est vrai que ça fait partie de l'évolution. C'est vrai que les jeunes qui arrivent en junior sprint aspirent déjà à la super sprint. Hein. Patrick, toi qui as souvent l'occasion d'accueillir et de renseigner les nouveaux pilotes qui nous rejoignent en Coupe de France, très rapidement, ils aspirent à d'autres catégories. Oui, voilà, c'est ça. Clairement, on reste plus dans la division, tu sais, pendant 4, 5 ans. Hein, vraiment, sitôt qu'on a pris le titre, tout de suite, on essaye d'évoluer, on essaye de faire autre chose et ça brille. Moi, je voudrais revenir, je pense que vous, quand vous avez commencé le sprint car, vous étiez un petit peu les pionniers, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de passé derrière. Il fallait vraiment tout découvrir, il fallait vraiment tout créer. Je pense que les jeunes maintenant qui arrivent sont plus, on va dire, encadrés par les parents, sont plus mis dans les conditions pour faire des résultats que vous pouviez l'être à votre époque. Il me semble, non, Laurent? Oui, c'est exactement ça. Et puis après, si tu veux, il y a aujourd'hui, à notre époque, il y avait moins de passé, il y avait moins d'historique pour le sprint car. Voilà. Aujourd'hui, un gamin qui commence à 12 ans ou 14 ans, il regarde que ceux qui gagnent un super sprint, il y a 4-5 ans, ils étaient en junior sprint. Donc, ils se projettent beaucoup plus vite vers l'avenir. Et quand les gamins le font, mais les parents le font aussi. Et du coup, si tu veux, ça fait que ça va beaucoup plus vite. Voilà, ça va beaucoup plus vite. On se projette beaucoup plus vers les grosses catégories et beaucoup plus rapidement. Laurent, Laurent, alors vas-y Florent, donne-moi ton avis, excuse-moi. Non, il y a aussi qu'il y a plus en plus de professionnels qui gravitent autour de tout ça.
Donc aujourd'hui, tu peux acheter une machine clé en main qui est prête à gagner. Un gamin de 12 ans, ou je dis 12 ans parce que c'est l'âge minimum, mais peut débarquer comme ça avec la machine à la pointe de ce qui peut se faire de mieux et tout de suite performer. À l'époque, quand tu débarquais, il fallait en apprendre des choses comme ce qu'on disait au début. Ah bah ouais, lui il a des pneus comme ça, lui les amortisseurs comme ça. Voilà, Aujourd'hui, tu vas voir un constructeur et il te sort un truc qui voilà. Donc ça y fait aussi de pouvoir accéder plus rapidement au plus haut niveau. Laurent, ton avis sur cette junior sprint, parce qu'on parle toujours de l'école de la performance, de l'excellence, tout ce qu'on veut. Allez, sans trahir de secret, on a des très proches, tes enfants, qui pourraient être concernés par ces catégories de promotion et qui commencent à s'y intéresser de près. J'imagine qu'il n'y a pas un seul papa qui a gravité autour de l'autocross et dont les enfants ne leur cassent pas les pieds avec la junior sprint. Ça ne serait pas cohérent. Mais il y a une chose qui est sûre dans la famille, c'est que c'est les études d'abord et c'est le reste après. Donc si les études fonctionnent, on verra. Mais j'ai un garçon et une fille, oui, qui me répètent assez souvent. Et comme je vous disais tout à l'heure en off, j'ai été sur l'épreuve de tourne-coupe, sur l'épreuve d'Ampo, parce que pour suivre des gamins, justement, donc à terme, forcément que j'y aurai droit aussi. Mais c'est pas, voilà, pour l'instant, c'est l'école. Mais Laurent, en tout cas, il est clair que cette formule où tout le monde est sur un pied d'égalité, avec une limite d'âge pour éviter d'avoir trop d'écart d'âge et trop d'écart de maturité, est un excellent schéma pour que les jeunes apprennent. Bien évidemment, c'est une super catégorie parce que les performances sont limitées. Je crois qu'en termes d'équité technique, voilà, il y a un super boulot de fait. La seule chose, moi, qui me gêne un petit peu, c'est que le calendrier est lourd. Et pour les gamins qui commencent, traverser la France le dimanche soir, c'est compliqué d'être à l'école le lundi. Donc, si tu veux, ça ne regarde que moi. Mais c'est mon argument qui fait que pour l'instant, j'ai réussi à conserver ça. Mais voilà, c'est peut-être que plus d'épreuves régionales en junior sprint, faire un championnat sur 2-3 courses, tu vois, une Coupe de France. Mais là, c'est lourd pour des gamins qui ont quand même besoin d'aller à l'école. Ok, merci Laurent pour ton analyse. Florent, tu connais bien la junior sprint à tel point que tu as pris sous ton aile un petit peu certains pilotes, dont un certain Florian Guilini que tu accompagnes régulièrement. Oui, comme je te le disais tout à l'heure, on a fait. Il était venu nous voir avec sa famille pour faire un stage de coaching en junior. Il était encore en junior. Et puis je connaissais déjà la famille depuis un moment, on avait bien sympathisé, j'ai petit coup de cœur pour le pilote parce que super sympa et puis super rapide sur la piste. Donc j'avais de moi-même suivi un petit peu, enfin poussé pour l'accompagner, pour le faire évoluer dans ses performances. Il a failli être champion de France en junior, c'était pas loupé, ça s'était pas joué à grand chose et puis on continue un petit peu à le suivre maintenant qu'il est en 1600. Ok, merci. Patrick, je vais poser une question garçon. Je te laisse réfléchir à une partie de conclusion, Patrick, parce qu'on arrive déjà à plus de 40 minutes d'émission, donc le temps passe vite comme à chaque fois. Mais les garçons, j'ai deux questions. Celle que j'ai l'habitude de poser aux pilotes actifs sur le championnat de France, c'est quel est votre circuit préféré et pourquoi, Florent? Sur le championnat de France? Oui. J'adore Saint-Junien, moi. Ouais, j'adore Saint-Junien, c'est un circuit où il y a un rythme énorme. Il faut d'abord se battre pour essayer de respirer pendant un tour de qualif parce qu'il arrive des moments à Saint-Junien, tu fais un tour sans respirer et tu es en apnée complètement tout le tour tellement qu'il y a du rythme. Et bon, c'est sûr que c'est un circuit où il vaut mieux être devant parce que tu te fais sabler la machine en un rien de temps, mais je prends énormément de plaisir sur ce circuit. Après, pour parler Europe, c'est Saint-Denis sans aucun doute. Voilà. Florent, on avait l'habitude de te voir à Moron et à Saint-Junien avant le début des campagnes européennes. Tu viens de nous confirmer que Saint-Junien était ton circuit préféré. Ma question, tu la vois venir. Mon inquiétude, elle est que la machine est gérée par une structure tchèque. Est-ce que oui ou non, on aura l'occasion et la chance de te découvrir en début de championnat de France 2021? C'était prévu pour cette année. On devait faire Moron. Alors, Moron, j'ai rien contre les gens de Moron, mais ça fait vraiment pas partie de mes circuits préférés. Par contre, c'est l'ouverture du championnat. Il y a du monde. Voilà, c'est un peu la course où il faut être quand même.
Donc c'était prévu cette année, on le faisait pour ça. On avait prévu de faire carrément venir l'équipe Alpha Racing pour également faire rouler Radek Jordak et Martin Ruby. Donc on va essayer de replanifier ça pour 2021. Ouais. Ok, c'était une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous suivent. Laurent, ton circuit préféré, toi qui as écumé aussi le championnat de France pendant des années, et pourquoi? Écoute, contrairement à Flo, moi j'adore Moron. Parce que peut-être parce que c'est la première de l'année qu'on est content de se retrouver, mais surtout parce que le revêtement, c'est vraiment le revêtement typique qu'il nous faudrait sur les épreuves d'autocross françaises. Et puis après, bien sûr, Faleras parce que c'est à la maison et que c'est sportivement un circuit qui me l'a toujours bien rendu. Voilà. Bon. J'ai une deuxième question pour vous, les garçons. Considérant que vous n'êtes plus actif à 100% sur le championnat de France, on peut maintenant parler de vos meilleurs ennemis sur le circuit. Quel a été le concurrent le plus loquace, le plus difficile à battre, peut-être le plus viril? Quel est le pilote qui vous a le plus marqué dans votre carrière d'autocross sur la scène française, avec qui vous avez passé le plus de bons moments ou qui ont pu être rustres quelquefois? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais je pense directement, on va dire que le plus coriace, c'est celui à qui j'ai affaire depuis déjà un grand nombre d'années, qui est aussi un ami, c'est Johnny Feuillade. C'est pas lui avec qui j'ai croisé le fer tout au début, on va dire. Mais on a fait la Super Sprint ensemble, on a commencé l'Europe ensemble et on se bat encore ensemble. Et on se retrouve toujours, on va encore être dans la même structure l'année prochaine. On se retrouve, il y a toujours un moment où on se lâche jamais. Puis c'est là, enfin là, c'est un sportif aussi, c'est un sportif il se prépare physiquement, il lâche rien, c'est quelqu'un qui est dur à battre. Ouais. En tout cas, le lapsus révélateur au début de ta phrase, c'est un ami, permet de conclure les choses comme tu disais. Laurent, pour ton expérience personnelle. Alors moi, si tu permets, j'ai eu 2 carrières en autocross. Une première dans les fin des années 90, où là, j'étais gamin, je sortais du sprint car et j'ai été élevé par des gens comme Daniel Voisin, Sergi Loin. Et là, c'était pas un cadeau. Quand tu démarrais une manche avec Daniel Voisin, c'était pas simple, je te promets. Mais j'ai appris énormément de choses grâce à lui. Si j'ai gagné, je pense, autant de courses, c'est parce que ça a été très, très dur au début à cause de ces gars-là qui étaient plutôt virils, on le dira comme ça. Et puis après, il y a eu la deuxième période quand je suis revenu en 2011 où Flo faisait quelques courses en France, mais je me suis beaucoup bagarré avec Thomas Anacleto où on devait avoir peut-être 20 ans d'écart. Là, si tu veux, c'est moi qui me retrouvais dans la peau de l'ancien, mais ça a été des super souvenirs aussi. Voilà, une année qui s'est mal finie ou bien finie quand même, mais des bons souvenirs quand même. Les garçons, encore une question parce que j'ai du mal à vous quitter. Vous n'êtes plus des pilotes actifs sur la scène nationale. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce championnat de France d'autocross et de sprint car? Qu'est-ce qui fait notre différence? Flo, toi qui as navigué sur la scène internationale pas mal. Laurent, toi qui as connu beaucoup de disciplines du sport auto, qu'est-ce qui fait la spécificité, le charme et la beauté de notre discipline? Quand j'arrive à emmener des partenaires qui font du sport auto autre que le nôtre, qui débarquent sur un paddock comme ça, ils hallucinent de voir un paddock aussi rempli, autant de monde sur un parc pilote, ils n'ont jamais vu ça avant. Et ils se disent, mais c'est dingue la convivialité qu'il peut y avoir sur ce type d'épreuve par rapport au circuit ou par rapport au rallye, où là, le rallye, tu vois personne, clairement. Donc je pense que ça c'est un atout majeur déjà. On se connaît tous, on n'est pas des professionnels déjà. C'est quand même un milieu d'amateurs, même si c'est un milieu d'amateurs de haut niveau. Donc je pense que ça fait déjà la différence. Et puis on a des machines aux performances exceptionnelles. Avant de retrouver des performances comme on peut avoir dans un super buggy ou même dans un super sprint, faut y mettre des centaines de milliers plusieurs centaines de milliers de francs, quoi. Donc avec un budget moindre, on arrive à piloter des machines exceptionnelles dans une ambiance qui est quand même relativement sympa. Et on a quand même là depuis peu, grâce à vous, grâce à l'OPAC aussi, un championnat qui est quand même bien encadré.
où cette émission en est un exemple aussi, où il y a de la communication, où on arrive à faire découvrir, à sortir un petit peu de l'ombre également. Merci Florent. Laurent, qu'est-ce qui fait la beauté et le succès de cette discipline? Si tu veux, le succès pour les concurrents, c'est d'avoir gardé une bonne ambiance, je crois. Ça, c'est l'esprit paddock du vendredi soir et du samedi soir, tout en ayant des machines hyper performantes. Et je crois que pour les spectateurs, ce qui est important, c'est d'essayer de garder la diversité, parce qu'en gardant les voitures de tourisme et en offrant autant de spectacles du samedi matin au dimanche soir, il y a peu de disciplines où on peut s'asseoir au bord d'un circuit et regarder le spectacle pendant 2 jours. C'est pas le cas sur les circuits goudrons. C'est un peu moins le cas en rallycross. On a un spectacle formidable pour les gens pendant 2 jours. Merci Laurent, merci Florent. Patrick, un mot pour conclure? Oui, je vais leur poser la question à tous les deux, hein, bien sûr. Si dans leur carrière, est-ce qu'ils ont des regrets? S'ils devaient refaire quelque chose, qu'est-ce qu'ils referaient? Est-ce que pour eux, ils pensent que la voie a été tracée comme ça, il ne faut rien changer? Ou est-ce qu'en réfléchissant maintenant, en étant où ils sont, est-ce qu'ils aborderaient autrement? Florent? Question difficile. J'ai eu un 2002 et 2003, j'ai quitté un petit peu ce monde pour essayer d'aller faire du circuit. Qui a été une super expérience. Mon but à la base, c'était de devenir pilote professionnel. C'était carrément mon but ultime. Si j'ai un regret aujourd'hui, c'est de ne pas y être arrivé, on va dire. Voilà. Mais je regrette rien. Je suis revenu faire d'autocross et du sprint car parce que c'était ma discipline de cœur. Et puis finalement, on a évolué, comme je disais, en tant qu'amateur et je regrette rien à ce niveau-là. Laurent? Ouais, moi j'ai un regret, malgré le fait que j'ai disputé beaucoup de compétitions, même à l'étranger, on en parlait tout à l'heure, mais 98-99, quand j'ai été champion de France d'autocross, j'avais la machine, je crois que j'avais la machine et le niveau pour essayer de tenter quelque chose en championnat d'Europe, et je ne l'ai jamais fait. Ça sera mon grand regret, ne jamais avoir essayé de faire le championnat d'Europe, parce qu'à l'époque, on a commencé le Trophée Andros, grâce à un de mes partenaires, et je ne me voyais pas faire les deux. Mais je pense que je regretterai toujours de jamais avoir tenté une fois l'aventure européenne. Voilà. C'était une des questions que j'avais notées, tu vois, que je n'ai pas eu le temps de te poser. Est-ce qu'un jour, tu avais été tenté par l'Europe? Eh bien, écoute, Flo. Oui, j'ai commencé donc en 98 et 99, donc tu parles de ces 2 années. Donc je voyais Laurent évoluer au volant de cette machine de dingue, parce que pour moi, c'était une machine de dingue. Et quand t'es gamin et que tu roules avec la plus petite des machines et que tu vois ce truc évoluer sur la piste, je me suis dit, mais c'est absolument ça que je veux faire. Il faut que je roule là-dedans un jour. Donc le jour où j'ai pu être sur un podium avec Laurent, j'étais fier quand même. Parce que j'étais fan à cette époque, ouais, tu peux le dire. Merci. Merci les garçons, merci Patrick de m'avoir accompagné. Ça n'a pas été une contrainte ce soir parce qu'on a passé un moment très agréable avec ces 2 grands pilotes. Mon Dieu, quelle chance nous avons d'avoir des garçons comme vous dans notre entourage, des garçons. Vous avez été les porte-drapeaux de notre discipline, vous la faites briller. Vous êtes le vernis de l'autocross et du sprint car, vous êtes de grands pilotes, de grands champions. C'est un plaisir de vous recroiser. Merci de nous avoir accordé ce temps précieux pour cette émission. Merci à nos partenaires Mastermast pour la mise à disposition des moyens techniques. Je remercie également Ablock Design pour la création de l'affiche, Dominique Nézer qui a fourni les images pour le générique. Cliquez sur le pouce bleu et sur la cloche pour être au courant du prochain direct d'une future émission Les Échos du Paddock. On se retrouve dès demain en replay sur la page FFSA TV. C'était Les Échos du Paddock numéro 21 avec 2 grands champions, Laurent Fouquet et Florent Tafani. Excellente soirée à tous. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut. Au revoir. Bye.